Très bien. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. On va commencer notre deuxième rencontre web ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Melissa Marvin, je suis la responsable pédagogie et humanité pour l'Académie de Vitalopathie et aussi du coup qui s'organise des différentes formations pour la médecine fonctionnelle. Si vous avez des questions plus par rapport à des formations autres après la présentation, je pourrai rester à votre disposition au cas où. C'est avec un très grand plaisir qu'on accueille ce soir Dr Donatini, Dr Bruno Donatini, qui est un grand médecin gastro-entérologue qu'on a la chance d'avoir parmi nous chaque année à la CMF maintenant depuis 7 ans. C'est avec plaisir qu'on l'accueille ce soir pour cette rencontre web, pour parler de un de ses sujets préférés, les nerfs vagues. Ce soir, docteur va présenter sa présentation. Si vous avez des questions, notez-les bien dans la ligne des discussions et avec Marie, ma collègue et moi-même, on fera un peu le tri des questions qui sont en doublon et à la fin de la présentation, on relaterait les questions à Dr Donatini pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, comme est d'habitude, voilà, la présentation durera 20-30 minutes et après, on verra avec vos questions le temps, un petit temps supplémentaire. Et après, s'il y a vraiment d'autres questions par rapport à l'école ou de formation ou la prochaine ACMF, où le docteur Donatini sera encore à nouveau avec nous, où on va avoir une présentation un petit peu plus détaillée, plus poussée sur le rôle des nerfs vagues. Donc, si jamais vous intéressez aussi à la semaine de formation juste de la CMF, on peut en parler aussi après tout soit terminé. Donc, sans attarder de plus, je vous présente Dr Bruno Donatini, qui est aussi le fondateur de l'école ou le European College of Integrative Medicine. Docteur est un des précurseurs, je dirais, sur la France et en Europe avec cette approche intégrative. Donc, par rapport à nous qui sommes aussi dans cette approche intégrative avec l'école supérieure de naturopathie, avec notre approche en médecine fonctionnelle. Donc, c'est une très bonne collaboration que je vous souhaite. Une très bonne soirée, du coup, à son écoute. Docteur, je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, je vais essayer d'expliquer succinctement l'importance du nerf vague dans la bonne santé et son rôle dans certaines grandes pathologies. Donc, après un petit rappel anatomique, je présenterai les deux grands problèmes, soit l'hypertonie qui va être associée au syndrome métabolique, soit l'hypotonie qui va être associée à une baisse de motricité de l'intestin grêle avec une atteinte du nerf due à une muqueuse fine, perméable, qui va aboutir à une hyperperméabilité, donc une chronicité de l'inflammation, débouchant sur des maladies soit tumorales, soit auto-immunes. Et ça permettra, à partir de ces deux grands exemples, de pouvoir espérer prévenir ou restaurer ou entretenir les grandes fonctions du nerf vague grâce à ce qui est enseigné en naturopathie, c'est-à-dire l'alimentation, une qualité en diminuant les toxiques, en diversifiant la flore, en augmentant l'hygiène bucco-dentaire, en tuant les virus, parce que beaucoup de virus sont des virus neurotropes, en améliorant la gestion du stress. L'hypertonie vagale est associée à une hypertonie sympathique et au stress. Donc là, il y a différentes méthodes qui sont développées à la CMF. On peut travailler aussi la posture qui va retentir sur la mâchoire, les cervicales, et donc sur les piliers du diaphragme, la respiration également. On peut également stimuler le nerf vague par des petits appareils. Donc tout d'abord, un rappel anatomique, il existe trois grands types de systèmes nerveux autonomes. Le système sympathique, qui est rattaché au stress, bien connu, fait de
petits rameaux nerveux et de ganglions, il n'y a pas de grands nerfs. Les ganglions sont près des viscères et en fait, ils vont conduire l'information, je dirais, automatique vers l'organe, mais il ne peut pas remonter d'inflammation par le système sympathique. Donc, il ne peut pas être à l'origine d'une atteinte des neurodégénérescences. Le parasympathique s'oppose totalement au sympathique. Ce sont de grands nerfs. Il n'y a pas de relais près de l'organe. Le relais se fait directement dans l'organe. Et donc, on va avoir une fonction motrice, 20% du cerveau vers l'organe, et une fonction sensitive, 80% de l'organe vers le cerveau. Donc, c'est finalement une voie de transmission d'informations, mais aussi de l'inflammation et des agents toxiques vers le cerveau. Donc, c'est une voie à bien maîtriser et à bien nettoyer. Et donc, ce parasympathique va être associé au troisième grand système nerveux autonome, qui est le système nerveux de l'organe. Et au niveau digestif, on l'appelle le plexus mi-entérique. Il va être entre les différentes couches de muscles et de muqueuses. Et il va permettre, ce plexus mi-entérique, le péristaltisme. Une fois qu'il est endommagé, même si vous avez un nerf vague correct, un nerf sympathique correct, vous n'aurez plus de péristaltisme, vous n'aurez plus ni de vidange gastrique, ni d'absorption jéjunale, ni de vidange du côlon. Donc, c'est un plexus fondamental. Le parasympathique est vraiment partout. Et c'est vrai que plutôt que de parler du nerf vague, on devrait parler des plexus parasympathiques hauts qui vont associer le facial, le glossopharyngien, le vague et le nerf spinal. Donc ça, c'est le parasympathique haut, qui s'oppose au parasympathique bas, qui va être lombosacré. Le lombosacré s'arrête, je dirais, à l'angle du côlon gauche ou même au niveau du sigmoïde, alors que le parasympathique haut, lui, va faire tout le reste, tous les organes, en allant des glandes lacrymales jusqu'aux reins et aux trompes utérines. Donc, celui qui domine de loin même la vidange du tube digestif, même dans les constipations, ce sera le parasympathique haut. Donc, il est vraiment important d'essayer de conserver ce parasympathique le plus sain possible. Or, il est exposé dès le nez, la bouche, le pharynx, il est exposé aux agressions extérieures, que ce soit les virus, les particules, les toxiques. Donc, c'est de loin le plus concerné par notre vie et notre survie quotidienne. Donc, ce parasympathique haut va même être en relation directe avec le 5, le trijumeau, et c'est pour ça que l'aromathérapie qui va stimuler le trijumeau peut avoir un effet directement sur le rythme cardiaque ou la vidange gastrique. Il y a un réflexe passant par le trijumeau qui va stimuler le nerf vague ou le glossopharyngien. Et il est important de connaître ce fait qui est l'altération de l'olfaction dans les pathologies neurologiques, qu'elles soient post-virales, donc un virus comme le Covid ou comme l'herpès, comme la grippe, peut perturber l'odorat. Ça va avoir un impact sur le nerf vague, la mauvaise vidange gastrique, et ça va avoir un impact sur l'inflammation cérébrale, puisque le nerf vague va retransmettre cette inflammation et cette atteinte directement au niveau du cerveau. Donc, premièrement, on aura une atteinte des fonctions olfactives et cérébrales directes, un réflexe altéré avec une baisse de cohérence cardiaque, et deuxièmement, on aura une mauvaise vidange gastrique, une accumulation de dépôts de toxines au niveau de l'estomac, et on aura une remontée de cette information inflammatoire accrue par la perméabilité vers le cerveau. Donc, le nerf vague peut être directement touché par des infections ORL ou respiratoires hautes. Le nerf vague va avoir anatomiquement une branche qui est la branche auriculaire qui va desservir le conduit auditif externe
et c'est bien connu des acupuncteurs. Il y a des zones qui dépendent de différents nerfs. On peut stimuler différents nerfs, aussi bien le nerf spinal qu'un nerf, euh, je dirais, rachidien supérieur, cervical supérieur C3, ou ici le nerf vague dans le conduit auditif externe, selon le choix du lieu de ponction et de stimulation. La difficulté avec l'auriculothérapie, c'est que parfois on va inhiber au lieu de stimuler, et ça peut poser problème puisque un nerf qui est déjà en hypertonie ne doit pas être stimulé. En revanche, un nerf en hypotonie défaillant qui doit être stimulé ne peut pas ou ne doit pas être inhibé par une piqûre ou un moxa au niveau de l'oreille. Il est Monsieur préférable Donatini, d'utiliser… Oui. je suis vraiment désolée, mais on me demande dans le chat s'il est possible de mettre votre diaporama en plus grand, en plein écran. Est-ce que Alors, vous on savez va faire? essayer de faire ça. Je suis désolée de vous interrompre, Je mais c'est vais que je pense essayer. il voit pas bien les. Alors, Si on vous va se mettez mettre ici. en Si je peux y diaporama, accéder, voilà. C'est mieux? c'est parfait. Merci beaucoup. Ah, voilà. Merci. Donc, pour la stimulation, on y reviendra. On va utiliser plutôt une électrostimulation, soit dans l'oreille, soit derrière l'oreille, ce que je préfère, puisque derrière l'oreille, on va stimuler tout le parasympathique haut. On va stimuler le facial, le glossopharyngien, une branche du spinal, alors que avec un dispositif auriculaire, on aura uniquement la branche auriculaire du vague, ce qui est un peu restreint. Donc, c'est juste pour vous dire que le vague est directement accessible, ou mieux, le parasympathique haut est directement accessible au niveau de la mastoïde ou du conduit auditif externe. La physiologie, eh bien, le nerf parasympathique permet la motricité viscérale. C'est la contraction au niveau de l'estomac qui va propulser, puis on aura une relaxation en aval du duodénum en particulier. Et on va avoir un volet de sécrétion aussi bien de l'acide gastrique que des sécrétions hormonales comme la cholécystokinine ou le VIP ou d'autres hormones endogènes capables de stimuler la contraction de la vésicule biliaire ou la synthèse des enzymes pancréatiques. Deuxième volet, c'est la sensibilité du conduit auditif externe, mais de tous les organes, qu'ils soient veines, artères, foie, rein, cœur, poumon, surrénal, thyroïde. Tout ça, c'est la sensibilité qui dépend du parasympathique haut. Et ça va coordonner toutes les fonctions de synthèse hormonale, du sommeil, mais également de la maîtrise du stress. Si vous voulez maîtriser le stress, vous devez avoir un bon nerf vague. Donc cette coordination, pour l'essentiel, elle va s'appuyer sur des contractions qui vont vider le contenu des glandes ou des canaux et des relaxations qui vont permettre le péristaltisme. La relaxation dépend en grande partie d'un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote, qui dépend pour 50% des nerfs périphériques et pour 50% des bactéries et de notre flore digestive. Donc, coordination, c'est déjà la première synergie. On n'est non pas dans une médecine intégrative, mais une biologie intégrative. Il faut une synergie entre un nerf et le microbiote. Ce microbiote, c'est un microbiote haut, puisque c'est le parasympathique haut qui le régule, qui régule cette motricité. Donc, on va avoir, par ce nerf sympathique, parasympathique, on va avoir une fonction qui est sensitive et une fonction qui est malheureusement de dispersion des pathogènes. Si vous avez un pathogène au niveau digestif, ORL, vous aurez une possibilité de remonter vers le cerveau. Par cette remontée, le nerf vague qui est au niveau digestif va pouvoir contaminer les organes qui sont sur son passage, en particulier la thyroïde,
la thyroïde est très fragile vis-à-vis des herpès virus, en particulier Epstein-Barr ou herpès simplex. Donc, elle est très touchée lorsque les patients font des poussées itératives d'herpès ou des angines itératives. La deuxième voie de propagation, qui va d'abord être digestive puis neurologique, c'est la voie veineuse par le tronc-porte. Le tronc-porte va collecter le sang au niveau de l'intestin et va l'amener au foie. Si la muqueuse est perméable, elle va amener de nombreux pathogènes, de nombreuses toxines, de nombreux fragments de bactéries au foie. Ces fragments vont être collectés, vont inflammer le foie. Les petites vénules dans le foie, les veines centroglobulaires vont être perméables et c'est également le nerf vague qui va collecter tout ça et l'amener au niveau cérébral, d'où le risque d'inflammation cérébrale après un diabète ou une hépatite graisseuse que l'on appelle les NASH. Au niveau veineux simple, c'est surtout les bactéries buccales qui vont pouvoir contaminer. Donc le nerf vague, lui, s'oppose au veineux. Le nerf vague va laisser passer les virus neurotropes, laisser passer les fragments bactériens ou les bactéries qui ont profité de la perméabilité qui se trouve au niveau du pancréas ou du foie. Le nerf vague n'est pas concerné directement avec les bactéries buccales qui peuvent toucher les artères ou le cœur. Donc on a parlé des médiateurs qui vont être régulés par la stimulation vagale ou qui vont être régulés par la flore qui sera au niveau buccal pour l'essentiel. Le médiateur principal, c'est le monoxyde d'azote. Donc le nerf ne le fabrique pas, ne le transporte pas, c'est fabriqué par des cellules entéro-endocrines de la muqueuse digestive et c'est libéré sur place. Il y a 50% de cette production de monoxyde d'azote qui ne dépendent pas des cellules entérochromaffines, mais qui dépendent des bactéries directement. Ce monoxyde d'azote va être défaillant, donc on a une flore pauvre en cas d'hypertonie. Hypertonie égale monoxyde d'azote bas. Donc il y a un petit modèle animal excellent qui permet de l'expliquer. Donc vous avez des souris qui sont, on dit wild, c'est-à-dire normales, qui ont des possibilités de contraction et de relaxation avec du monoxyde d'azote. Il existe des souris modifiées, mutées, qui ne produisent pas du tout de NO. Et là, on a une stase complète avec une contraction importante, c'est l'hypertonie. Donc une flore pauvre génère une carence en NO et une hypertonie. Et il y a un troisième type de souris qui n'a plus le plexus mi-entérique, que l'on appelle les cellules de Cajal. Et quand on n'a plus de cellules mi-entériques, on a une accumulation de liquide dans l'intestin grêle. Et cette accumulation crée une pression dans le grêle et un reflux du grêle vers le duodénum et vers l'estomac. Donc il y a une hypotonie du grêle avec un reflux. Quand on regarde le petit schéma du modèle animal, on a ici les contractions du pylore, on a la stimulation vagale qui va permettre l'ouverture et la vidange de l'estomac. Donc ici, il n'y a pas d'obstacle, et puis tout se vide. Et après la stimulation, on a à nouveau une fermeture naturelle des sphincters. Chez la souris qui n'a pas de NO, donc il y a une flore pauvre, vous avez une surcontraction au niveau du sphincter et rien ne sort de l'estomac. Donc on a un spasme, une hypertonie et on n'a aucun écoulement. Dans l'estomac, on aura beaucoup d'acidité. L'hypertonie vagale génère beaucoup d'acide. On aura une synthèse d'acide gras et c'est le syndrome métabolique qui se met en place. À l'inverse, ici, on a une atteinte du plexus mi-entérique. Même quand vous stimulez le nerf vague, l'intestin reste atone, rien ne s'ouvre, rien ne sort, et vous avez une fermentation, surtout dans l'intestin grêle. Cette fermentation n'est pas acide, il n'y aura pas de production d'acide gras, il y aura une atrophie de la muqueuse, le patient ou le patient souffrira de carence, de malabsorption, de perméabilité, mais ne fera pas de syndrome métabolique. Donc syndrome métabolique, flore pauvre,
alors que dans un tableau d'atteinte neurologique du plexus mi-entérique, on aura des carences et beaucoup de malabsorption. Le tableau de l'atteinte du parasympathique haut du nerf vague aboutit à de nombreux troubles au niveau pulmonaire. On va avoir par exemple dans l'hypertonie plutôt de l'asthme, dans l'hypotonie plutôt bronchite chronique, emphysème. Au niveau du cœur, dans l'hypertonie, on aura un risque d'infarctus du myocarde avec des spasmes. Dans l'hypotonie, on aura plutôt des arythmies, des troubles du rythme, des chutes de tension artérielle. Au niveau du foie, l'hypertonie, c'est la graisse dans le foie. Dans l'hypotonie, on peut avoir une atteinte biliaire avec une cholangite, etc. On aura en général, l'hypertonie, une immunité qui n'est pas trop mauvaise. Dans l'hypotonie, on aura une carence immunitaire avec un défaut de stimulation de la moelle. Dans la synthèse digestive, l'hypertonie, c'est l'hyperacidité, le risque d'ulcère. Dans l'hypotonie, c'est plutôt la carence de synthèse et d'enzymes et d'acides avec un défaut d'absorption des aliments. On aura également dans l'hypertonie beaucoup d'inflammation, une augmentation des triglycérides, une augmentation du cholestérol, une augmentation de la glycémie, et c'est le syndrome métabolique. Dans l'hypotonie, on aura plutôt des hypoglycémies, des malaises, des amaigrissements. Enfin bref, ça se pose point par point. Le parasympathique va être à l'écoute de ce qui se passe dans l'intestin. Elle a un rôle sensitif. Quand vous avez des nutriments qui restent dans l'intestin, vous aurez une stimulation des petits nerfs du nerf vague qui vont indiquer qu'il reste des nutriments et qui vont tendre à bloquer la vidange de l'estomac et bloquer la destruction de graisse dans le foie. Il y a un blocage de la lipolyse, il y a un blocage de vidange gastrique. C'est un frein iléal. On va avoir aussi une distension ici qui vont jouer sur ces récepteurs IMA ou récepteurs Eagle et qui vont également distendre l'intestin, mais aussi annuler la vidange de l'estomac. Ce sont les freins lorsque l'on mange trop de sucre, lorsque l'on mange trop d'aliments qui se transforment en graisse. Et ça, c'est une des grandes causes du syndrome métabolique. Donc, le nerf vague va jouer donc, sur la vidange, sur le syndrome métabolique, sur l'immunité, mais aussi sur le comportement. Parce que le nerf vague va, en fonction du contenu digestif de l'intestin, stimuler certaines hormones au niveau de l'hypothalamus. On va avoir en particulier la stimulation des hormones gonadotrophines ou de l'ocytocine. Ça va jouer sur le comportement social, sur l'anxiété et sur l'énergie. Donc si vous avez une inhibition vagale, vous n'aurez pas de synthèse d'oxytocine et vous aurez éventuellement un retentissement comportemental important pouvant aller jusqu'à la dépression ou le retrait profond vers soi. Donc la normotonie vagale est nécessaire à une fonction hypothalamique normale et en général, c'est le nerf vague hépatique qui est concerné, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une préinflammation du foie pour qu'on ait un retentissement cérébral. Donc par ce biais-là, le nerf vague va conduire des cellules inflammatoires jusqu'au cerveau et les stimuler. Ces cellules sont des cellules microgliales qu'on trouve dans le foie et qui vont se concentrer dans le ganglion nodose du nerf vague pour rejoindre ici le nucléus du tractus solitaire, c'est le nucléus sensitif. Ce nucléus est connecté directement à l'hypothalamus. Donc le nerf vague, c'est un agent de transmission important de ce qui se passe dans l'intestin. On peut stimuler le nerf vague par un petit appareil. Et ce petit appareil, où on peut utiliser, encore une fois, l'acupuncture si on maîtrise, cette stimulation du nerf vague va avoir un effet anti-inflammatoire descendant. Il a un effet cholinergique qui va stimuler des fibres qui relarguent l'acétylcholine et qui vont stimuler le récepteur
nicotinique qui inhibe la synthèse de TNF-alpha. Cette propriété a été largement utilisée par Bruno Bonaz dans les pathologies inflammatoires de l'intestin. Donc, cette stimulation va bloquer les toll-like récepteurs et va avoir un effet anti-inflammatoire local. C'est un effet efférent. Mais ce qui est bien entendu, selon moi, beaucoup plus efficace, c'est de baisser l'inflammation locale en améliorant la qualité de la flore, puisque 80% de l'inflammation cérébrale est rattachée aux afférences, et ces afférences dépendent de notre flore. Donc, on va prendre maintenant très succinctement, cliniquement, les deux grands exemples. Donc, les effets digestifs, ça augmente le péristaltisme, ça peut donner de la diarrhée, mais ça peut augmenter aussi les contractions et aller jusqu'à un spasme qui empêche la vidange. Ça augmente les sécrétions, c'est l'ulcère gastrique. On peut avoir des alternances diarrhée-constipation. On peut avoir un ralentissement du transit à cause des freins. Et on peut avoir un défaut de relâchement à cause d'une pauvreté de flore. Donc, l'hypothèse numéro 1 de pathologie, c'est l'hypertonie vagale, et en général, elle existe sur un terrain de stress. Donc, on a une hypertonie sympathique qui va être rattrapée par le nerf vague pour être éventuellement contrôlée, et c'est une course entre les deux qui va amener une inflammation du nerf vague et une inflammation cérébrale et hépatique. Il existe toujours un spasme qui va être bien visible au niveau de l'intestin par échographie. Il existe une distension de la fin de l'intestin grêle, une hyperacidité gastrique, beaucoup de graisse viscérale dans le pancréas, dans le foie, une grande inflammation qui va aller au cerveau, mais aussi aux artères, aux vaisseaux, avec un spasme, d'où le risque de contraction d'une coronaire ou d'un spasme cérébral avec une ischémie. Donc cette hypertonie vagale, il faut la concevoir comme une hypertonie généralisée. L'objectif thérapeutique est de lever le spasme et pour cela, on va essayer de diminuer la fermentation dans l'estomac et dans l'intestin. On va diminuer les sucres, tous les types de sucres, et on va diminuer le nickel et les métaux qui sont toujours inflammatoires. On va utiliser pour relâcher les spasmes du citron, du gingembre, du magnésium. On va essayer de lutter contre le stress. On va utiliser la relaxation, la respiration, l'activité physique douce. Au niveau de l'intestin et de l'estomac, on va essayer de diminuer la flore hyperacide qui produit du vinaigre, ce sont les citrobactères et les acinétobactères, et on va essayer d'augmenter la synthèse de monoxyde d'azote avec des légumes verts, bio et blanchis. Donc la cause, c'est la flore pauvre, les antibiotiques, les désinfectants, une alimentation industrielle stéréotypée, peu diversifiée et désinfectée, l'excès de sucre, le terrain viral avec les adénovirus, c'est toujours aggravé par l'alcool, les pré et les probiotiques et la sédentarité. Le deuxième grand tableau, c'est l'hypotonie. L'hypotonie par atteinte du plexus mi-entérique. Il n'y a pas de vidange. On a presque toujours un reflux entre l'intestin grêle et le duodénum. La muqueuse est fine. Il y aura une perméabilité des carences et une grande inflammation diffuse, un risque important de burn-out qui peut survenir à n'importe quel moment. Parce qu'il n'y a plus de réponse correcte au stress. Il y a, à cause de l'hypotonie, un épuisement des surrénales, de l'hypothalamus et de la réponse de NGL. L'objectif, c'est de lutter contre les virus, contre les toxiques qui ont pu donner ça, épaissir les muqueuses, apporter des protéines utilisables, des oméga 3. Il faut stimuler le nerf vague après avoir contrôlé les virus. Les causes sont multiples, c'est le diabète, les chimiothérapies, la maladie auto-immune, les troubles neurodégénératifs, l'alcool, la fibromyalgie, l'exposition à des mycotoxines et puis toutes les dysbioses jejunales liées à la paralysie comme médicaments, Roaccutane, AINS, antibiotiques, nickel. Tout ça sont des causes fréquentes. On va diagnostiquer le statut du nerf vague
en étudiant la variabilité sinusale, la cohérence cardiaque. On peut utiliser le test respiratoire, où on va analyser le souffle et l'air qui est dans un petit ballon. S'il y a peu de diversité, c'est un syndrome métabolique, une hypertonie. S'il y a beaucoup de méthylacétate ou de composés organiques volatiles, c'est une malabsorption. On peut regarder la vidange, c'est pas facile, il faut une échographie. On va surtout faire un petit test de variabilité avec des flexions de jambes, c'est le test de Ruffier. On peut aussi étudier la sensibilité du conduit auditif externe avec soit une toute petite aiguille, soit au contraire une petite plume, et ça permet de déterminer la sensibilité. Donc hypertonie égale hyperréaction, hypotonie égale perte de sensibilité du conduit auditif externe. Donc voilà le test de Ruffier, 30 flexions de jambes. On regarde la récupération après 1 minute de repos. Normalement, le pouls doit être revenu à la normale. Il y a une petite formule très simple. Plus le score est élevé, plus votre nerf vague est touché. Il existe une corrélation entre ce ratio, ce score et la vidange gastrique. Il existe une corrélation avec l'anxiété et la dépression, avec l'inflammation périphérique. Donc juste ici, par curiosité, pour vous montrer une vidange, on voit ici la vidange qui passe au niveau du duodénum, entre l'aorte ici avec le doigt, l'artère mésentérique, on voit les bulles ici. Ici, on a la vésicule, donc on voit très bien les bulles qui passent. Ici, on a un nerf vague en très bon état. Ici, pareil, un passage très très rapide des bulles entre l'aorte et l'artère mésentérique. Là, on peut se dire normotonie du nerf vague, ni hypo, ni hypertonie. Comment prévenir? Bien, on va essayer d'améliorer l'alimentation. Il ne faut pas de toxiques. Les toxiques, on a l'alcool, le nickel, beaucoup de métaux et des aliments qui sont pauvres. On va essayer d'avoir une hygiène bucco-dentaire parfaite. Les anaérobies sont des agents qui détruisent les muqueuses. Les anaérobies peuvent facilement être contrôlés par de l'eau oxygénée, par des brossettes interdentaires, donc ça c'est important. Troisième grand point, pardon, c'est le traitement antiviral, essentiel. Il faut avoir ni herpès, ni gencives qui saignent, très peu d'infections répétitives. La vitamine D est fondamentale. Moi, j'utilise des petits champignons comme le Coriolus ou le Félinus qui apportent une plus-value considérable, aussi bien contre l'herpès que contre le Covid ou la grippe. Gestion du stress. Là, on va avoir des thérapies, on va avoir l'activité physique, on va avoir le magnésium, la cohérence cardiaque, les étirements, mais on va avoir aussi la posture et on peut avoir même l'articulé dentaire qui joue un rôle important dans le syndrome d'hypertonie vagale ou d'hypertonie sympathique. Les grands principes, c'est une flore riche, beaucoup de légumes verts, plutôt blanchis, bien sûr bio, jamais de virus, Coriolus, Félinus, vitamine D, pas d'inflammation, pas d'aérobie, une muqueuse épaisse qui permet pas de perméabilité et une bonne absorption. On va utiliser les protéines des oméga 3. On fait attention aux métaux. Il vient d'être montré que le cuivre favorisait le risque de métastase en augmentant l'inflammation des macrophages. Donc le cuivre est très inflammatoire, au moins autant que le nickel et le cobalt, à proscrire. On ne donne jamais de fer, sauf s'il y a une anémie. On va favoriser la vidange de l'estomac. Donc je pense que vous m'arrêtez si je suis trop long. Sinon, Si on peut on peut maintenant répondre aux conclure, voilà, questions. en 5 On minutes, ce conclut. serait top. Voilà. Juste pour préciser que les légumes sont plus importants que les fruits. Ce sont les meilleurs antioxydants et baissent largement la mortalité, alors que les fruits n'ont pas cet avantage. Il y a plusieurs études, celle-ci qui est anglaise, celle-ci qui est Nutrinet, qui est française, encore une étude Nutrinet sur les produits bio, végétaux, une grande étude américaine sur les végétaux par rapport aux produits industriels. Donc les endobiotes, c'est-à-dire les petites bactéries qui enrichissent, sont dans les légumes. On va toujours avoir un mycélium couvert de bactéries. Vous avez ici le mycélium dans les fibres
des légumes. La meilleure bactérie, c'est le méthylobactère, qui diminue le risque tumoral, qui n'existe que dans les tissus sains. Ici, c'est le cancer du sein. Méthylobactère empêche le cancer, par opposition au propionate qui le favorise. Donc, il y a ici, vous voyez le mycélium, vous voyez les bactéries qui viennent protéger, hein, donc le mycélium, les bactéries qui sont dans les légumes et qui viennent enrichir la flore, modifier le monoxyde d'azote. Donc, mangez des légumes riches en mycélium, en bactéries, vous enrichirez en NO, vous aurez une meilleure vidange, vous aurez moins de virus et vous aurez un parasympathique de qualité. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop diffus dans le message. J'attends vos questions. Alors, je vais regarder ça. Hop. Alors, ils sont en train de venir. J'en avais vu une là déjà à tout à l'heure. Les questions, c'est ça repart un peu plus en début de les explications plus biologiques. Est-ce que la atteinte vagale en rapport avec l'atteinte olfactive ne dure que le temps de l'infection ou est-ce que ça perdure bien après? L'atteinte vagale perdure bien plus longtemps. Souvent, après un Covid long, les personnes ont récupéré au bout de quelques semaines, voire quelquefois une semaine, alors que l'estomac n'est toujours pas en état de se vider. Donc, l'atteinte parasympathique est beaucoup plus longue que l'atteinte olfactive. Ok, merci beaucoup. Là, il y a une autre question par rapport à ce que vous venez de parler avec le blanchissement des légumes. Est-ce que le blanchissement ne risque pas de détruire les bactéries et les mycéliums que vous venez d'écrire? Donc, on a dans les bactéries des bactéries qui sont finalement protégées par le mycélium et par la fibre. Ils sont dans le tissu. Le blanchiment va tuer les bactéries qui sont en surface, qui sont de mauvaises bactéries. Donc, ces bactéries sont fragiles à 70 degrés, alors que les endobiotes résistent en général à 100 degrés. Donc, une eau qui frémit, qui est à 90, ne tue pas les bactéries endobiotes. Super. Donc ça, c'est pas de risque. Encore un bon argument de mon côté pour cuire un petit peu des Il faut choses. cuire un petit peu et comme ça, c'est plus digeste. On élimine les métaux, on élimine les mauvaises bactéries, les œufs de parasites, les œufs d'insectes, tout ça, on s'en débarrasse. Parfait, merci. Il y a encore une autre question concernant l'épaississement de la muqueuse du grêle. Est-ce que la malate de citrulline et l'éricium sont toujours de l'actualité? Oui, tout à fait. On va avoir donc un apport protéique. Alors, on peut choisir les protéines de son choix qui vont être alimentaires, si possible, hein, poisson, volaille. On peut même essayer de réintroduire les fromages sans lactose. L'œuf peut être intéressant. Et si on ne peut pas faire tout ça, on va utiliser la spiruline, la citruline. Et dans les champignons qui épaississent, on a le héricium ou le polyporombelle. Tout ça sont des possibilités pour récupérer une fonction du grêle. Alors, là, il y a une autre question. Voilà, le Coriolus, je vais Coriolus, oui, arriver là, le Coriolus. Coriolus. Étant dans le collimateur, le Felinus lentus est-il une bonne alternative pour l'Epstein-Barr et l'herpès? Tout à fait, le Félinus peut tout à fait remplacer le Coriolus. C'est un excellent produit, très efficace. Il a quelques avantages même. Il va contrôler un peu plus les allergies et puis il a une réaction croisée avec le virus de la grippe, c'est-à-dire que si on prend du Félinus, il y aura une immunité contre la grippe. Il a cette particularité. D'accord, C'est un merci. antigrippal. Il protège également les muqueuses gingivales. Il lutte contre la maladie parodontale. Donc pour les personnes qui ont peur
d'employer le Corylus, qui est néanmoins un produit tout à fait autorisé en France et en Europe, mais il y a des gens qui ont peur, eh ben, ils peuvent utiliser le Félinus. D'accord, ok. Ça reste une alternative. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, on va dire, je pense que c'est notre dernière question. On peut mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque avec une ceinture cardiofréquencemètre. Tout à fait. Est une application de type Cubios HRV. Cela vous semble pertinent pour déterminer une atteinte vagale? Je pense qu'en effet, la cohérence cardiaque est un très bon critère. Il faut le faire au repos, mais également après un effort. Et c'est bien de la mesurer après les 30 flexions de jambes. Comme ça, vous cumulez l'étude de la cohérence cardiaque et le test de Ruffier, de Dixon-Ruffier. Faites les deux et normalement, vous devez obtenir un résultat similaire. D'accord. Ce qui compte, c'est la fonction. Donc la fonction, qu'elle soit mastication, respiration, déglutition, chant, exercice physique, équilibre, tout ça, ça doit être entretenu. Et théoriquement, votre cohérence cardiaque doit être optimale, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire équilibre sur un pied en yoga, posture en faisant du pilate, tousser du moment que vous respirez tranquillement. Tout ça doit être en permanence régulé par le nerf vague. Si vous avez un défaut de régulation, c'est que votre nerf vague est touché. D'accord. C'est là où on se rend compte à quel point ça intervient sur plein de fonctions qu'on ne le considère pas forcément. Tout à fait. Et il faut s'amuser à croiser les choses. La salivation, la déglutition, le yoga du son, le yoga du rire. Tout ça, ça doit avoir un impact et ça doit pouvoir être mesuré par la fréquence cardiaque et respiratoire. Bah, c'est super. Voilà. Là, on a plusieurs grands remerciements qui s'affichent aussi pour toutes ces belles informations. Moi aussi, je vous remercie grandement pour cette soirée toujours fascinante. Même que moi, maintenant, j'en ai entendu plusieurs fois ces présentations sur la nerf vague. Il y a toujours des petites choses qui restent ou qui j'ai un peu plus accroché cette fois-ci. Donc, c'est vraiment chouette et d'apprendre que notre bonne hygiène de vie est vraiment un peu la meilleure solution. Tout à fait. Hein. Donc, Éviter c'est les vraiment chouette. toxiques, il y en a de plus en plus. Vraiment, notre grand credo, c'est expliquer aux gens comment bien se nourrir, bien se respecter, parce que on est dans un monde de plus en plus toxique. Ouais. Et là, Je pense c'est que là, votre on a. rôle et bravo. Ouais, bah, c'est là où notre rôle, justement, en tant que praticien de santé, peu importe à quel niveau, on a tous ce rôle-là de l'éducation et c'est là où on va arriver à améliorer les choses. Oui. Je vous remercie beaucoup Merci Mélissa. Merci à tous et d'avoir assisté et d'avoir participé par vos questions. Très bonne soirée. bonne soirée à vous. Au revoir. Et je Merci, vous docteur. rappelle que voilà, Dr Donatini va participer à la CMF en septembre. Donc, il vient mardi, je crois. C'est un mardi, oui. Voilà, si c'est le planning est juste dans ma tête. Il serait là le mardi. La CMF est de lundi septembre au samedi 16. Donc, si jamais il y a des personnes qui s'intéressent pour la CMF, on peut en parler après, ou vous pouvez consulter le site. Mais encore un grand merci et bonne soirée à vous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.